la nutrition fonctionnelle avec le jeûne et le métabolisme. Le moment fort aujourd'hui, jeûne et évidemment, on va parler du COVID-19. Jeûne et COVID-19. Il y a un bon développement sur ce sujet-là parce que de toute façon, ce qu'on va discuter, c'est pas que le COVID, c'est tout ce qui est cette problématique que notre civilisation, elle est sujet à des attaques virales, attaques bactériennes. Et normalement, il y a un groupe de notre société ou des groupes de notre société qui seront toujours en danger. Toujours en danger, n'importe si c'est COVID, 19, 20, 21 ou une attaque bactérienne, n'importe, ou une attaque microbienne. On va parler aussi du jeûne et du cancer. Du jeûne, je vais lancer de petits mots et quelques travaux scientifiques sur diabète type 2. On va parler de jeûne des cerveaux, on va parler de mécanismes, mais je vous annonce aussi qu'on aura la partie 3 parce que c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de nouveautés, mais il y a beaucoup de mélanges aussi. Et comme je vais, la troisième partie, elle sera plus pratique. Aujourd'hui, alors, on va discuter de tout ça. OK? On commence par quel est le but du jeûne pour le COVID-19? Je vous invite à faire un download de cet article qui est gratuit. C'est que vous mettez ce titre, OK, sur Google. Après, vous mettez traduction en français et tout va bien. Et vous allez lire que pandémie et obésité, la lutte contre les deux pandémies avec le jeûne intermittent. Je trouve ça c'est un article de 2021. Trends in Endocrinology and Metabolism. C'est une revue très importante que je pense que ça vaut la peine réfléchir un peu. Ici, j'ai mis notre COVID-19. Je ne sais pas si vous savez, il n'y a pas parmi vous ceux qui ne me connaissaient pas. Nous avons une série de à peu près une dizaine de vidéos, je pense, par là, sur le COVID, tous les mécanismes d'action. Je parle aussi de vaccins, je parle de pas mal de choses. L'explication dès le début en parlant de qu'est-ce que c'est un virus, les types de virus et tout ça. Ça, vous allez trouver seulement dans l'académie, dans l'académie Marceau, parce que tous les autres réseaux nous ont interdit de parler de COVID. Et c'est gratuit pour vous, tout complet. Et c'est pour ça que je vais d'ailleurs rajouter ces observations dans notre formation de COVID. Donc, je vais mettre cette partie-là aussi. Alors, on va défiler toutes ces explications, mais déjà, le jeûne est une stratégie, ça ne va pas au-delà de ça, efficace pour améliorer la santé métabolique et l'immunité. Si on parle de l'immunité, on est en train de parler de COVID-19, évidemment. Mais je voudrais aussi vous rappeler que l'autre fois, dans notre partie 1, on avait déjà discuté les différents types de jeûne. Les gens confondent jeûne de temps, laps de temps, avec jeûne intermittent, avec un côté diminution calorique ou pas. Ça veut dire que le jeûne de laps de temps, il est dans le jeûne intermittent, qui est dans le sujet jeûne. OK? Attention de ne pas mélanger. Je vais revenir à ça parce qu'il y a un peu de mélange. Et donc, des études ont montré que les patients atteints de COVID-19, cette étude nous montre que les gens, ça vous le savez, ont une augmentation des taux circulants de TNF-alpha, interleuquine 6. Si vous ne connaissez aucune interleuquine, s'il y a une interleuquine qu'il faut étudier, c'est l'interleuquine 6. Et ils ont augmentation de leptine. Tout ça contre
l'étude montre ça. Des études ont montré que les jeûnes du Ramadan, qui ça fait du 12 à 19 heures, on n'est pas là pour discuter religion, c'est tout simplement parce que c'est cité comme ça. On a diminution de taux circulant de TNF-alpha, d'interleuquine 16 et de leptine. On a une amélioration du métabolisme du glucose et une perte de poids, évidemment, selon le type de jeûne. Si vous faites qu'un décalage de temps, comme c'est le cas là du Ramadan, et les études montrent que la majorité des personnes, par exemple, si dans le premier temps, elles allaient manger un jour sur 2, je donne un exemple, c'est pas le Ramadan, un exemple. Jour 1, vous mangez, jour 2, vous ne mangez pas. Qui dans ce format-là, les gens qui ont, par exemple, dans le jour 1, qu'ils ont mangé librement, ils ont pris 2000 calories, le jour 2, ils ont pris rien, et quand ils vont reprendre, ils sont incapables de manger 4000 calories pour compenser. Donc, il y a toujours une perte autour de 30%. Donc, même si on fait un jeûne de temps, sauf si la personne vraiment, elle veut compenser pour d'autres raisons psychiques, etc., il y a quand même une réduction de la densité calorique. Et c'est pour ça que la perte de poids, elle peut se faire selon les types de jeûne. Parce que vous allez voir aujourd'hui qu'on peut même parler de jeûne pour des personnes qui sont en quête d'augmenter leur poids. Donc, c'est pas parce qu'on fait un jeûne qui c'est lié à perte de poids. Il faut faire attention à cette question. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une photo où on va voir plusieurs questions et au milieu, on a intermittent fasting. On a le jeûne intermittent. Divers régimes jeûne intermittent, qu'en anglais, on appelle intermittent fasting, ce IF là qui est au milieu, améliore l'homéostasie du glucose et la sensibilité à l'insuline, même en absence de perte de poids, comme je viens de vous expliquer, ou aucun changement dans la dépense énergétique globale. Donc, vous voyez ici qu'on a ce jeûne intermittent qui va améliorer, si on prend ici, selon cette étude, l'étude c'est Trends in Endocrinology et Métabolisme, exactement les mêmes études du COVID-19, ce que je viens de vous montrer. Pour l'instant, je vous montre que ça. Il y a une amélioration de la tolérance au glucose, augmentation de la sensibilité à l'insuline. On va avoir ici quand même une perte de poids, une diminution de l'adiposité. On a sécrétion de GLP-1. GLP-1, vous savez, qui fait partie des hormones de satiété. Et GLP-1, c'est peptide de type glucagon 1, qui est une incrétine. On a déjà fait notre formation dans la masterclass où je vous ai expliqué les incrétines, c'est-à-dire une hormone intestinale au niveau du duodénum, sécrétée par les cellules entéro-endocrines de l'estomac en réponse au repas, n'est-ce pas? Elle fait partie, ce GLP-1, des hormones de satiété. Une chose importante de cette GLP-1, comme on est là, pour vous rappeler, c'est qu'elle se lie au récepteur spécifique GLP-1 des cellules bêta du pancréas. Et c'est pour ça qu'elle va avoir une action cellule bêta de production de l'insuline, de sécrétion d'ailleurs, de l'insuline. Elle augmente la sécrétion glucose dépendante de l'insuline. Et c'est pour ça qu'on a des médicaments qui vont mimétiser ces incrétines, n'est-ce pas? Elle va aussi inhiber ce GLP-1. Pourquoi j'explique le GLP-1? Parce que les autres choses, vous connaissez. Donc, je donne un petit lumière au GLP-1. Il va inhiber la sécrétion de glucagon, que vous savez bien, glucagon, on va penser à pancréas, on va penser à îlot de Langerhans, on va penser au milieu, on va voir les cellules bêta, production d'insuline, autour les cellules alpha, et distribuées partout, on a les cellules D qui sont les somatostatines, qui vont faire la régulation de tout ça.
C'est très important de connaître la physiologie du pancréas. Et là, alors aussi, que je vous ai dit du début, la vidange gastrique, un contrôle de la vidange gastrique. Comment? Elle a une action, la GLP-1, une action au niveau hypothalamique qui va réduire l'appétit et la prise alimentaire. Ça veut dire qu'elle a un effet anorexigène central du système nerveux central. Anorexigène qui génère l'anorexie, qui génère le manque de faim, diminution ou augmentation de la satiété si vous voulez. Quel est le processus? Qu'est-ce qui va se passer? On aura au travers du jeûne une diminution du poids corporel, diminution de l'adiposité abdominale, diminution du stress oxydatif et diminution de la pression artérielle. Tout ça, c'est pour aller vers la vitalité positive. Alors, mémoriser ça, c'est complètement barjot. Ce que je vous propose, c'est que vous devriez savoir m'expliquer la relation poids corporel, adiposité, inflammation, stress oxydatif, pression artérielle. Est-ce que vous savez me composer tout ça? Si vous savez, vous êtes au top. Mais bon, notre objectif ici, c'est de parler du jeûne. Donc, on continue avec ce Trends in Endocrinology de 2021 qui est le texte qui parle du COVID. Alors, vous pouvez me demander dans un premier temps, quelle serait alors une contre-indication pour le jeûne? On va dire basiquement 0 contre-indication. Il y a quand même à part 2 situations. Première situation, c'est qu'on ne propose pas de jeûne aux enfants. OK. Je dirais que ça pourrait être considéré comme une contre-indication. Deuxième point, c'est pour les personnes qui ont des compulsions alimentaires. Je ne parle pas d'anxiété, je parle de compulsion, parce qu'on peut avoir anxiété sans compulsion alimentaire. Mais je parle pour ceux qui ont de la compulsion alimentaire. Donc, on va partir sur quelque chose d'autre, en premier, plus light, plus tranquille, que faire un jeûne directement. Ce jeûne, il fonctionne diabétique avec COVID. C'est pas COVID-10, hein, c'est COVID-19. Risque accru de réponse inflammatoire excessive. Ça veut dire, les personnes, les diabétiques qui ont le COVID, évidemment, ils ont une réponse inflammatoire excessive. Donc, ça serait intéressant de hommes à risque de diabète type 2 avec une fenêtre d'alimentation de 6 heures, ça veut dire 18 heures de jeûne, a entraîné une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Vous voyez? Pas que ceux qui ont le COVID, mais aussi tous qui sont risques de diabète type 2. Et qui je vais inclure là-dedans? Le prédiabétique. Ah, Mélisa, comment vous savez qu'elle est prédiabétique? C'est l'indexoma, par exemple, c'est un bon marqueur pour nous montrer que cette personne a une sensibilité à l'insuline, une résistance à l'insuline. Une autre situation sont des personnes qui sont en surpoids ou qui sont même obèses et qui ne diminuent pas du tout leur poids, ce qu'on appelle dans le plateau. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Dysfonctionnement du microbiote intestinal. Vous voyez que là, c'est hyper intéressant parce que on est en train d'associer le COVID avec le microbiote intestinal. Associé à l'obésité, il y a une plus grande sévérité de COVID-19. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ça. Le jeûne augmente la diversité du microbiote intestinal et diminue le rapport firmicutes-bactéroïdetes. Ça veut dire que normalement, on a chez les obèses, il y a des expériences avec des souris, que l'ordre du rapport firmicutes-bactéroïdetes, c'est de 100 pour 1. 100 firmicutes pour 1 bactéroïdetes. Et suggérant que normalement, on devrait avoir 10 rapports 10 firmicutes pour 1 bactéroïdetes. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que le jeûne va améliorer cette dysbiose. Et
je suis en train de vous dire aussi que l'obésité, le dysbiose, il y aura une plus grande sévérité du COVID-19. Eh oui. Tout ça, c'est dans le article que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là qui est dans le Trends in Endocrinology and Metabolism du 2021. OK? Les dysfonctionnements de la barrière intestinale et du microbiote sont des altérations importantes associées à l'obésité, ça on le sait, car ils jouent un rôle dans la réponse immunitaire anormale. Et là, c'est presque une répétition de tout ce qu'on connaît. Il va augmenter par conséquent la gravité du COVID-19. Évidemment, si vous allez avoir plus de cytokines inflammatoires, si vous allez déséquilibrer votre capacité de réponse immunitaire, vous allez déséquilibrer tout ça, plus de TNF-alpha, plus de NF-kappa-B, plus de ça, moins de NIRF2, moins de capacité antioxydante, et vous allez augmenter la gravité du COVID-19. Et ici, je vous montre encore une photo où vous allez voir ici que cette photo nous présente, attendez, je vous montre ici, ça, l'IF, c'est le jeûne intermittent en anglais. Là, c'est de 18 h du soir jusqu'à 6 h du matin. Et de 6 h du matin, alors, regardez bien, ça, il y a dans cette histoire ici, on a un jeûne intermittent de 12 heures. Quelqu'un m'avait demandé à partir de combien d'heures on considère jeûne intermittent. Ça, c'est le jeûne intermittent le plus basique que n'importe quelle personne peut le faire, qui est le jeûne intermittent de 12 heures. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence dans cet article sur le COVID, de ce jeûne intermittent de 12 heures, de cette proposition? On va voir limiter, donc vous voyez la personne là en train de regarder la télé, limiter les comportements alimentaires malsains associés au confinement, au lockdown. Évidemment, quand vous faites un jeûne et vous commencez à 18 heures, que c'est déjà tôt, et vous allez jusqu'à le lendemain, 18 heures, hein, vous allez limiter la consommation des aliments et vous allez aussi limiter les comportements alimentaires inadaptés. À part ça, on aura aussi une amélioration de l'être là-haut, de l'être émotionnel. Celui-ci est le type d'alimentation que les gens ont tendance à exagérer pendant le lockdown, pendant le confinement. Ici, on va aussi améliorer les micro-environnements, on va améliorer le bien-être émotionnel. Ça, c'est que le jeûne. Hein? Ici, on va améliorer les micro-environnements, et spécialement des obèses, et diminuer les mutations virales. Écoutez-moi, ça c'est un article 2021. 2021. Et c'est pas de n'importe qui, hein, comme revue. Il va aussi améliorer les réponses et les fonctions immunitaires. Il va restaurer la fonction métabolique. Il va, écoutez ça, réduire la gravité, les complications et la mortalité du COVID-19. Vous voyez que on ne parle pas du tout de ça à la télé. Mais du tout. On parle de masques, enlever, mettre, enlever, mettre. On parle de vaccins, mais on parle de aucun changement de mode de vie de la population. Ça veut dire, on continue à manger n'importe quoi, on continue à être obèse, on continue avec chacun sa maladie, le diabète, les diabétiques avec son diabète, les cancéreux avec son cancer, les gens avec maladie auto-immune avec leur maladie auto-immune. On continue pareil, mais on se vaccine et on met de masques. Il n'y a pas une prise de conscience qu'on peut effectivement améliorer, même déjà aujourd'hui, réduire la sévérité du COVID-19, par exemple avec une alimentation beaucoup appropriée
et aussi avec une stratégie comme c'est le cas du jeûne. Mais on ne fait pas, n'est-ce pas? Il y aura, comme je viens de vous expliquer, une amélioration du microbiote. Et regardez, il y aura une amélioration de la réponse au vaccin. Vous voyez bien que ce n'est pas moi qui dis, hein? Vous voyez bien. Hein? C'est pour ça que je vous invite franchement à lire cet article. D'ailleurs, j'ai pensé de faire pour vous une soirée de notre projet 1929 où je vais vous présenter un peu comment lire un article, quelles sont les priorités à prendre dans un article. Je pense que c'est intéressant. Comment trouver des bons articles. Je crois que c'est intéressant pour vous ça. Donc enfin, on va compenser les effets négatifs de l'inactivité associée au confinement. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose l'incorporation d'une alimentation saine avec des stratégies comme c'est le cas du jeûne intermittent qui stimule la santé immunitaire, restaure la fonction métabolique, améliore l'homéostasie glycémique. Quoi d'autre? Elle est particulièrement importante pendant cette période qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler, parce que maintenant, on ne peut pas mettre le titre COVID-19, mais il me semble qu'ils ne vont pas couper ma vidéo parce que je dis le mot COVID-19. On verra bien. Et donc, et spécialement pour les personnes qui ont des comorbidités, obésité, diabète type 2, cancer, SIOPK, tout ce qui est notre arbre que vous connaissez, les feuilles là-haut, c'est intéressant de faire un jeûne. Le jeûne, il a un composant qui est très important, qui c'est le composant psychique émotionnel, qui ont des personnes qui ont peur du jeûne, ont trop peur du jeûne. Et je vous ai montré plusieurs plats la dernière fois qu'on peut composer ce jeûne petit à petit. On peut diminuer, on peut par exemple s'alimenter de 6 heures du matin à 18 heures. On peut choisir le composant nutritionnel de chaque plat qu'on va faire. Je vous ai montré tout ça sous la forme de petits plats que vous pouvez montrer à votre client, la proposition à votre patient qu'il a aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme changement. Et lui-même, il peut expérimenter plusieurs options. Il n'y a pas qu'une option. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a qu'une option. Ouverture d'esprit, s'il vous plaît. Attention que la réduction de la fenêtre temporelle, parfois, n'est pas suffisante. Il faut non seulement faire une restriction de fenêtre temporelle, comme par exemple, arrêter de manger de 18 heures à 6 heures du matin, mais pour certains, c'est pas suffisant et il ne peut pas non plus manger n'importe quoi de 6 heures du matin à 18 heures du soir. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous allez faire des restrictions absurdes. Parce que restrictions absurdes, qu'est-ce qu'on va passer après? On va passer à une libération absurde aussi. Et tout ça avec votre client ou votre patient, vous avez déjà établi une relation thérapeutique avec lui et lui, il doit participer de tout ce choix. J'ai pris quelques questions pour discuter la prochaine fois. Il y a 10 questions-réponses que sont des questions que mes élèves m'ont fait, etc. sur le jeûne, que j'ai mis tout ensemble pour vous répondre, pour que ça soit organisé. 10 questions. Et parmi ces questions, il y a un professionnel, un médecin d'ailleurs, qui elle dit, Elisa, j'ai dit à mon patient de ne pas manger ça, on s'en fout de quoi, mais de ne pas manger ça, et de faire le jeûne. Est-ce que ça c'est bien? Non, c'est pas bien. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais c'est pas à vous de à chaque fois donner des leçons. C'est pas à vous, votre travail de professionnel de santé. Et surtout de accompagner. On montre le chemin, on explique avec un langage en utilisant
nos cartes mentales, on explique la situation et on demande à notre client, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour commencer? Et après, il faut valoriser à chaque petit pas que la personne fait. Parce que je ne sais pas si vous savez que 5% des obèses, 5% de la population obèse arrive à, pas à perdre du poids, mais à faire le maintien. Une fois qu'il a perdu, il ne gagne plus. De toute la population d'obèses, il n'y a que 5% qui arrivent. Pourquoi? Parce que normalement, les choses sont imposées, compliquées, et vous ne laissez aucune marge d'écoute à votre client. Il faut écouter, savoir écouter. Ce n'est pas non plus les laisser faire. Il y a une mesure d'équilibre qui sont des stratégies que la roue de la transformation utilise, que le marketing éthique utilise pour qu'on puisse avancer toujours avec le client et qu'il ne disparaît pas dans la nature. Normalement, c'est ça qui se passe. Les obèses, les personnes qui ont des impositions alimentaires, c'est pas pour rien qu'il est obèse. Qu'est-ce qui se passe normalement? Ils vont tout simplement disparaître dans la nature. Vous savez qui a aussi ce type de comportement? Les personnes qui sont dépendantes de drogue. C'est le même processus. Vous savez qu'il y a des institutions, ils ouvrent des portes, ils expliquent tout au degré, etc. Et ils disent au drogué, à la personne qui est malade, de venir et de se faire soigner. Parfois, il reste un jour et il part. Il ne veut pas. La situation de l'obésité, c'est dans la même dimension parce que c'est une dimension psychique, mais aussi dépendance physiologique. Il faut commencer par quoi? Par le début. Il faut commencer par l'intestin, par l'assimilation, en établissant une liaison thérapeutique avec votre client. Le meilleur jeûne du lever du soleil au coucher du soleil. Vous êtes aussi en train déjà de déterminer qu'est-ce que c'est meilleur pour votre client. Et si votre client vous dit non, pour moi, c'est pas du tout ça, laissez-le faire. Parce que de toute façon, l'important, c'est de faire le jeûne. C'est pas de déterminer l'heure, déterminer quoi, déterminer tout. Laissez la personne s'adapter. C'est pour ça que c'est la biochimie individualisée. Le patient, il a la responsabilité de sa santé. S'il a la responsabilité, il y a son mot à dire aussi. Alors, conclusion pour l'instant. Conclusion de cet article. Le jeûne réduit les cytokines inflammatoires, les niveaux circulants de TNF-alpha, interléukine 1 bêta et interléukine 6. Et là, vous pouvez me dire, Elisa, mais qu'est-ce que c'est interléukine 1 bêta, interléukine 6? Là, vous avez besoin d'une formation sur l'immunité complète. Et l'inflammation, elle réduit, ça c'est le plus important, c'est pour ça que j'ai bien marqué, une inflammation systémique disséminée, elle diminue et améliore le microbiome. Alors, est-ce que ça c'est que pour les Covid? C'est ça que je voudrais, c'est pour ça que j'ai pris quand même cet article, parce que ça va au-delà du Covid, beaucoup au-delà de ça. Elle réduit cytokines inflammatoires, des niveaux de TNF-alpha, interléukine bêta et interléukine 6, inflammation systémique pour tout le monde. Améliore le microbiome de tout le monde. Apporte des résultats dans l'amélioration de la perte de poids. Ça dépend du type de jeûne que vous allez proposer à votre client et du tableau clinique chez les patients, dans notre cas, atteints de COVID-19. Mais vous pouvez mettre là diabète, vous pouvez mettre sclérose en plaques. Je vais parler de ça tout à l'heure. Alors, ici, on a nos cellules cancéreuses, ok, une représentation schématique. Et là, le jeûne, c'est pas moi qui a dit, c'est la Times, ok, l'hebdomadaire Times. Le jeûne peut être le meilleur moyen de lutter contre le cancer. Donc, je trouve que unir tous ces arguments, montrer tout ça à votre patient, c'est important.
Je peux vous donner une idée. Mon idée, c'est que vous allez dépenser un petit peu. C'est que vous pouvez avoir votre ordinateur et vous pouvez avoir un autre écran à côté. Et quand vous avez des sujets que vous allez beaucoup travailler, comme c'est le cas par exemple du jeûne, vous faites un petit PowerPoint. Vous préparez pour votre patient des choses comme ça. Fasting may be the best way to the times. Comme ça, les gens vont voir un autre côté. Vous pouvez montrer aussi, vous n'allez pas parler d'interléukine 6, interléukine 1, mais vous pouvez déjà, au travers de quelques petits schémas, et même avec votre carte mentale à main, montrer à votre patient, parce que notre travail, c'est, vous savez, il est double, parce que vous savez que dire à quelqu'un que fumer, c'est pas bien, malgré on a notre côté hormétique, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à regarder notre 1929 qui en a parlé d'hormèse. Vous savez qu'il ne faut pas fumer, mais il y a des médecins qui fument, il y a des professionnels de santé qui fument, donc ça veut dire qu'il va au-delà de ça. La même chose, c'est l'alimentation. Ça va au-delà de simplement de l'explication cognitive. Mais il faut toujours donner l'explication cognitive et laisser à la personne qui est devant vous le choix. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Les traitements, on va parler maintenant de cette question du jeûne avec le cancer. Ça, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui peut susciter des émotions très fortes, des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui sont d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, on va ouvrir notre esprit. On va aussi considérer tout le travail que les oncologues font, ok? On n'est pas là pour discuter ça, mais vous savez qu'il y a, c'est toute une explication logique, un traitement conventionnel et standard. Il y a l'idée de empoisonner la cellule cancéreuse. Là, je suis en train d'empoisonner ma cellule cancéreuse pour faire mon traitement. C'est ça l'idée. Le problème de cette idée, de ce traitement conventionnel, c'est que vous allez empoisonner les cellules cancéreuses, mais nos autres cellules aussi. Et là, on peut utiliser la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. OK. Mais on sait aussi, là c'est la partie qui m'intéresse, que certains aliments, vous voyez là les aliments, vont nourrir les cellules cancéreuses. Ça c'est ma cellule cancéreuse. Ça sont les aliments qui vont nourrir les cellules cancéreuses. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses, elles adorent manque d'oxygène, elles adorent sucre, elles adorent acidité. Ce sont des conditions basiques pour les cellules cancéreuses. Et il y a encore de personnes qui disent, mais non, c'est rien à voir, je ne comprends pas. Parce que, est-ce qu'ils lisent? Je ne sais pas. Il y a déjà des personnes, des professionnels de santé qui ont des patients qui ont de cancer et qui disent, laisse-lui manger, c'est rien à voir. Mais fondé sur quoi qu'ils disent ça? Montrez-nous des articles scientifiques qui vont contre cette idée que nourrir les cellules cancéreuses n'existe pas, que l'effet Faubourg n'existe pas, que tout ça c'est du pipeau. Mais montrez-moi les articles. Parce que nous, on vous montre des articles qui disent tout le contraire. Mais ceux qui sont contre ne nous montrent pas des articles qui disent ça. Donc, qui disent non, non, vous pouvez, les cancéreux, vous pouvez manger ce que vous voulez. Étude 2021. Montrez-moi ça. Il n'y a pas de problème. Alors, comment doit-on se nourrir dans cette situation? Ou plutôt, comment non se nourrir? C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. C'est aussi une possibilité. C'est pas que comment se nourrir. Ça, c'est la préoccupation de nous tous qui sommes dans la nutrition. On veut savoir la meilleure façon de nourrir les gens. Et parfois, on oublie la meilleure façon de ne pas nourrir les gens. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une ouverture d'esprit.
Et là, je vais vous montrer un article. Ce article, c'est du JAMA, ok? Là, vous voyez, Oncology, c'est pas n'importe qui nous dit « Jeûne nocturne prolongé et pronostic du cancer du sang, 2016 ». Donc, je vais vous montrer dans quelles conditions on a eu cette étude. Cette étude a été faite, vous pouvez le lire aussi. Nombre de femmes, cancer du sang, 2413 femmes de autour de 52,4 ans. La durée de jeûne par nuit, c'était de moins de 13 heures de jeûne versus plus ou égal à 13 heures de jeûne. Donc là, on est encore dans cet exemple, dans un jeûne de fenêtre temporelle. Vous voyez que la fenêtre temporelle, elle joue beaucoup. Prise de repas après 20 heures versus aucune prise de repas après 20 heures. Toutes ces femmes-là, il y a eu un groupe qui ont pris 4 à 5 repas par jour. Vous voyez, vous comprenez, hein? Et d'autres qui ont fait 3 à 4 repas par jour. Donc là, on va ajouter la question de densité calorique. Donc, on a deux variables. On a la variable temporelle, des restrictions temporelles, et on a la variable densité calorique. Une courte durée de jeûne nocturne inférieure à 13 heures par nuit va avoir des conséquences différentes de ceux qui ont fait un jeûne supérieur à 13 heures. Prolonger la durée de l'intervalle de jeûne nocturne ça c'est la conclusion de l'étude, c'est entre guillemets, peut être une stratégie simple et non pharmacologique, ok, pour réduire le risque de récidive du cancer du sang. Mon Dieu! Les améliorations de la glycorégulation et du sommeil peuvent être des mécanismes liant le jeûne nocturne au pronostic du cancer du sang. En fait, dans cette étude, une courte durée de jeûne nocturne, ça veut dire moins de 13 heures, était associée à un risque plus élevé autour de 40% de récidive. C'est énorme, de cancer du sang, c'est énorme. Alors, la question qu'on se pose est, pourquoi on ne peut pas essayer ça? Pourquoi il y a des gens qui sont farouchement contre? Je ne sais pas. Bon. Vous pouvez voir tous les détails de cet article en le lisant. C'est un article gratuit. Voyons maintenant un peu de lorsque je trouve bien dans la nutrition fonctionnelle, je ne parle pas de la nutrition intégrative, de la nutrition tout simplement. Cet article, il va me parler de la restriction énergétique intermittente, et le jeûne intermittent. Vous voyez qu'il y a et. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un jeûne. Là, j'ai mis ça parce que j'espère que maintenant, il n'y aura plus de doute. Jeûne intermittent, on ne sait pas. C'est normalement une fenêtre de diminution de fenêtre temporelle. Restriction énergétique intermittente. Là, oui, diminution de densité calorique. Donc, on peut avoir un jeûne intermittent avec restriction énergétique intermittente. Est-ce que c'est clair là pour vous? Parce que je vois partout un mélange de ces deux concepts. Comme je vais vous montrer, je pense que la prochaine fois, je ne vais pas vous montrer qui, mais de personnes sur YouTube qui disent non, le jeûne intermittent ne sert pas à la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire ça, parce qu'il n'a pas bien lu l'article. L'article ne parle pas de restriction énergétique. L'article parle de jeûne intermittent
temporel. Et on sait aujourd'hui que même le jeûne intermittent temporel, il peut travailler autour de 30-20% moins de densité calorique. Mais il y aura quand même d'autres avantages que je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc, on va parler ici de la restriction énergétique intermittente. Le jeûne intermittent pourrait-il réduire les taux de cancer chez les sujets obèses? Ça, c'est d'une importance absolue. Absolue. Un surpoids et de poids normal. Regardez la question. Est-ce que le jeûne avec restriction énergétique associé à jeûne intermittent temporel, est-ce qu'on peut réduire le taux de cancer chez le sujet obèse, un surpoids et de poids normal? Un résumé de preuves. Il faut lire ça hier. Il faut lire ça hier. Si vous voulez être au top niveau, mes élèves n'ont pas besoin de lire parce que je leur donne les choses bien mastiquées. Mais c'est intéressant de lire aussi. Les patients en surpoids ou obèses, un jeûne intermittent dans cette situation-là, auront diminution de l'estress oxydatif, diminution de IGF-1. IGF-1, c'est IGF-1, Insulin-like Growth Factor, qui est surtout produit par notre foie, n'est-ce pas? J'ai déjà dit, je pense que je vous ai dit, je ne sais pas, que cet IGF-1, il a une structure très semblable à la pro-insuline. Vous savez que quand on va produire de l'insuline, on a pré-pro-insuline, pro-insuline et insuline. Cette hormone, comme je vous ai dit, déjà, la IGF, elle a un rôle très important dans la croissance cellulaire chez l'enfant et aussi, elle va continuer ses effets anaboliques chez l'adulte. Et quels sont alors les mécanismes protecteurs du jeûne? La leptine, par exemple. La leptine, elle est produite par qui? La leptine, elle est produite par les cellules adipeuses, c'est-à-dire par la graisse corporelle. Parfois, on dit même que la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Si vous n'êtes pas dans cette optique de jeûne, vous pouvez avoir, je vais vous montrer, une augmentation d'adiponectine. OK? On a diminution de CRP, on a diminution d'interleuquine 6. Et IGF-BP1 et 2. IGF-BP, c'est une binding protein. À chaque fois que vous voyez BP, c'est une protéine de transport, binding protein. C'est une protéine circulante qui est associée fortement à la résistance à l'insuline, qui va moduler les effets de IGF-1 et 2. Ça veut dire que on va diminuer ces effets de IGF-1, qui a ce phénomène de croissance, par une augmentation du transporteur, IGF Binding Protein. Il y a des spécificités sur IGF-BP1, IGF-BP2. En fait, chez l'homme, on a un très faible niveau de IGF-BP2 qui sont associés à un profil lipidique délétère. Mais bon, ce n'est pas notre objectif de rentrer autant dans ce détail-là. Mais vous savez déjà que BP, c'est Binding Protein, et donc IGF, IGF-1, IGF-2. Donc, ce sont des protéines qui vont se lier à IGF. Et à chaque fois que vous voyez SHBP, Sex Hormone Binding Protein, alors c'est une protéine BP. Donc, elle va se lier, une protéine transportable qui va faire du transport. Transport de quoi? Sex hormone, des hormones sexuelles. Vous voyez que les choses commencent à être beaucoup plus simples si vous réfléchissez et pas mémorisez. Une question que vous devrez vous poser, qu'est-ce que c'est plus viable pour votre client ou pour votre patient? Restriction énergétique, restriction de jeûne temporel, tous les deux ensemble, parce que ça dépend du cas, ça dépend de la personne. Est-ce que
vous avez mis cette personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, si vous avez mis, vous n'aurez pas du doute. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas mis cette personne dans la matrice, à quoi sert la matrice? Organisez votre pensée, organisez vos actions, organisez ce que vous allez proposer comme traitement. Être sûr de ce que vous faites, c'est clair et net. Donnez des explications cohérentes et pas mémoriser des protocoles. Ça, c'est le plus important de cette soirée et ça sera toujours. Je vous invite à connaître la nutrition fonctionnelle. C'est pas parce que, évidemment, je suis passionnée par la nutrition fonctionnelle, parce qu'elle fait du sens. Parce qu'elle fait du sens. Vous, coach sportif, vous, professionnels de santé, médecins, n'importe, naturopathes, ostéopathes, les diététiciennes, parfois je ne comprends pas où sont les diététiciennes. Elles sont des spécialistes de l'alimentation et elles ne connaissent rien de ça. Ne viens pas me dire qu'elles connaissent parce que ça, c'est pas dans leur programme. Donc, elles ne peuvent pas connaître. C'est pas leur faute. Mais il faut qu'elles s'intéressent. Pourquoi? Pour sortir du lot. Combien de diététiciennes il y a dans le monde? Combien de coachs sportifs il y a dans le monde? Pourquoi vous, professionnels, je parle à vous là, professionnels de santé, pourquoi je vais chez vous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez m'offrir de différent? Quelle est la solution que vous allez me proposer? Qu'est-ce que vous allez m'étonner, m'enchanter? C'est ça le travail. Si vous voulez avoir du succès. Ah, mais Elisa, pour moi, succès, non, attendez. Si vous ne pouvez pas vivre de votre travail, c'est pas possible. Comment vous allez vous investir? Comment vous allez payer des formations? Comment vous allez évoluer si vous ne gagnez pas de l'argent? Et il y a une autre chose que je voudrais vous dire, et spécialement à mes élèves qui sont là. Profitez pour mettre en place les choses. Faire, c'est mieux que ne pas faire. Parce que quand on fait, on expérimente. On expérimente avec toute notre bonne intention. Avant, les gens donnaient, je ne sais pas combien de conseils, sans savoir ni comment ni pourquoi. Maintenant, je vous dis d'expérimenter en sachant qu'est-ce que vous faites. Avec pas que de bonnes intentions, avec une base scientifique. Et donc, vous n'avez rien à craindre. 30 jours de jeûne et effet anticancéreux, jeûne de l'aube au crépuscule. Vous voyez, il y a un travail qui montre exactement ça. Mais est-ce que notre patient sera adapté? Je ne sais pas. Là, c'était 14 individus en bonne santé, jeûne du lever au coucher du soleil, 14 heures par jour de jeûne, 30 jours consécutifs. Des échantillons de sérum ont été prélevés. Ce sont des études très sérieuses. Avant le jeûne intermittent, à la fin du jeûne intermittent de 30 jours et une semaine après le jeûne intermittent de 30 jours. Qu'est-ce que vous allez voir? Les résultats ont montré que le jeûne intermittent de 30 jours était associé à une signature protéomique sérique anticancéreuse. Vous allez avoir des protéines, ça c'est la signature protéomique sérique dans le sang, anticancéreuse. Pourquoi? Parce que vous aurez toute cette situation-là, tous ces résultats-là. C'est pas moi qui dis, hein? Là, Upregulated Proteomic Signatures. Augmentation de protéines anti-cancer. Augmentation du clock, du horloge circadien. Réparation du ADN. Signaling de l'insuline a été augmenté, donc sensibilité à l'insuline augmentée. Remodelage du cytosquelette. Cytosquelette, je parle de cytoplasme. Augmentation de la capacité immunitaire du système. Augmentation du métabolisme du glucose et lipidique, ça veut dire plus de lipolyse, plus de glycolyse, plus de formation d'ATP, plus d'utilisation de ce métabolisme-là. Augmentation de fonction cognitive. Je ne sais pas quoi dire. Ce résultat, alors, pardon, hop,
Ce résultat suggère que le jeûne de l'aube au crépuscule, cette option-là, vous voyez que vous ne mangez pas sunset jusqu'à breakfast, qui d'ailleurs, c'est ce que la majorité des gens font, hein, pour 30 jours consécutifs, peut être une thérapie préventive et adjuvante dans le cancer, syndrome métabolique et divers troubles cognitifs, tels que la maladie d'Alzheimer et troubles neuropsychiatriques. Je trouve ça plus qu'important. Plus qu'important. Je vais vous présenter pour finir notre journée ici, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, que je n'ai pas eu le temps de parler, mais je vais finir en vous donnant quels sont les gènes sensibles. Je vais vous montrer quels sont les gènes sensibles au jeûne intermittent. OK? Ça veut dire les gènes les jeûnes intermittents vont avoir des actions sur ces gènes-là. Un très connu, c'est la famille Forkhead, les sous-groupes FOXO. Ça, il faut connaître. Cette famille de facteurs de transcription, donc à partir de maintenant, à chaque fois que vous voyez FOXO, il y a FOXO 1, FOXO 3, FOXO 4, FOXO 6. Cette famille FOXO sont des facteurs de transcription. Ça veut dire qu'elles vont avoir une action là-dessus, dans notre ADN. Elle va réduire les taux d'insuline, favoriser l'initiation de l'apoptose, vous savez, la mort de la cellule cellulaire, la réparation de l'ADN et la résistance au stress via une expression accrue des enzymes antioxydantes que vous connaissez tous, la catalase et notre fameuse SOD, manganèse dépendante, la superoxyde dismutase, n'est-ce pas? Il y a aussi une autre famille qui est PGC1-alpha, qui stimule la biogénèse mitochondriale, va augmenter les poules mitochondriales. La restriction calorique va y stimuler, vous avez compris, la restriction calorique stimule FOXO. La restriction calorique stimule PGC1-alpha, qui stimule l'expression du coactivateur 1-alpha, entraînant une augmentation de la biogénèse mitochondriale. Après, c'est aussi à nous d'étudier comment tout le processus. Les SIRT, on a déjà parlé de sirtuines. Sirtuines qui sont des modificateurs épigénétiques. C'est pour ça qu'elles sont extrêmement importantes. Des acétyles, les FOXO, PGCA1, donc elle a une relation avec ce facteur de transcription là-haut. Les NIRF2 qui est essentiellement lié à facteurs antioxydants, l'augmentation des NIRF2, conduisant à l'expression des gènes impliqués dans la résistance au stress et à la biogénèse mitochondriale. Et les NIRF2 que je viens de vous parler, un facteur nucléaire à son activation induite par le jeûne, entraînant une augmentation de la réponse antioxydante. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille de faire une petite carte mentale en donnant au milieu l'ADN, on met l'action de notre jeûne, et on met ce qui fait sur tout ce jeûne sensible, FOXO, PG. Si vous savez déjà ça, vous êtes déjà top. Top. Mais on va continuer notre étude sur le jeûne la semaine prochaine. Et je ne veux pas vous fatiguer ni me fatiguer. Et que ce soit quelque chose de plaisir. C'est pour cela. On n'est pas pressé. On a toute l'année. Toute l'année 2001, 2021, 2022, 2023, il n'y a pas de problème. L'objectif de notre projet 1929, c'est de vous inviter à plonger dans la nutrition fonctionnelle, à vous inviter à plonger dans la réalité de votre client et de proposer des solutions. Ce projet, c'est tous les mardis, tous les jeudis, à 19h29 pour vous, professionnels de santé, qui est intéressé à appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Vem comigo! Vem comigo!